Bonjour à toutes et à tous. Merci, un grand merci à Dominique, à Harry et à Alain, et bien sûr à toute l'équipe qui a préparé le séminaire. Je voulais vous dire que je suis avec vous là maintenant. Je suis aussi partiellement à l'habilitation de Serge Audier, qui la présente aujourd'hui, l'habilitation à diriger des recherches, qui est un moment comment dire, scientifique et politique extrêmement intéressant. Et donc, j'écoute, enfin, je me coupe en deux. Voilà. Mais un grand L'intérêt d'avoir deux merci. oreilles. Voilà ça. Un très grand merci pour ce séminaire. Et je pense qu'il s'inscrit dans le cycle que l'on a ouvert sur ce que je pense de plus en plus pouvoir essayer de qualifier d'écologie régalienne et toutes les questions qu'on se pose autour de ces concepts-là. Nous sommes en phase de préparation et de publication du prochain numéro de la revue Propos. Et je pense que l'ébullition, comment dire, des idées du moment autour de l'écologie, dont là, je suis en train de tremper dedans en direct avec Serge, évidemment à un niveau auquel je ne me risquerai pas de me comparer, mais euh, signe un temps où il y a vraiment beaucoup d'opportunités de création et d'innovation politique auxquelles je crois beaucoup. Voilà, donc je suis là et je vous remercie encore infiniment de nous accompagner dans cette démarche et je vous dis à très vite. Merci. Alors, quelques mots d'introduction de la problématique avant de passer la parole successivement à Dominique Méda, Ariel Halimi et Alain Fournier. On dira deux mots, mais ils se présenteront bien mieux que je ne saurais le faire, que nous ne saurions le faire. Deux mots. Alors d'abord, pour dire que pour nous, je dirais que les politiques libérales, au sens évidemment économique, ont toujours eu tendance à vouloir réduire les droits et les capacités des citoyens et des travailleurs et des travailleuses à pouvoir défendre leurs droits collectifs avec une idée, enfin c'est en tout cas une conception qu'on a, que ça repose sur le dogme que de toute façon les marchés seraient une espèce de, alors on disait la main invisible, mais seraient en capacité de tout réguler d'eux-mêmes et qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir des interventions de l'État. Au contraire, tout ce qui serait régulation, contrainte, etc., serait négatif pour l'évolution de la société. Bon, cette théorie, elle évidemment démontrait très largement son incapacité à répondre aux besoins et aux enjeux. Mais il n'empêche que ça continue d'être mis en avant par beaucoup de gouvernements et notamment de droite, évidemment. Pas que, hélas, pas toujours. Mais en tout cas, ça reste très fort. Et ça se vérifie en France, on l'a vu, hein, avec toutes les lois successives visant à réduire les droits au sens large, les libertés individuelles et collectives. Je ne parle même pas de la loi travail, évidemment, qui est tout à fait symbolique, mais évidemment, on l'a vu comment le terrorisme, la pandémie sont utilisés également par ces gouvernements avec des prétextes pour traduire dans le droit courant, je ne sais pas comment Arié qualifie, mais des règles et des contraintes qui étaient théoriquement tout à fait exceptionnelles. Puis on l'a vu d'ailleurs, il y a eu de très bons articles là-dessus, comment en toute discrétion d'ailleurs, depuis le début de la pandémie, au titre de évidemment de la santé, des tas de dispositifs de surveillance, de flicage, il n'y a pas d'autre mot, de l'ensemble de la population sont mis en œuvre, et y compris d'ailleurs, il faut le savoir, avec beaucoup de technologies issues de ce qui se fait en Chine sur la reconnaissance faciale, des choses comme ça. Et ça, évidemment, c'est jamais mis sur le devant de la place publique. Ça ne donne pas lieu à débat démocratique, mais ça ouvre de très très mauvaises perspectives. Imaginons que demain, par le plus grand des malheurs, un gouvernement autoritaire et très peu démocratique prenne le pouvoir, il aurait à sa main des tas d'outils évidemment très dangereux pour la démocratie. Alors, nous, on est convaincus que ce n'est pas en faisant diminuant les droits et les libertés qu'on donne de la sécurité, bien au contraire, c'est plutôt en augmentant les droits et les libertés qu'on donne de la sécurité. Et je pense que nos intervenants nous diront ce qu'ils en pensent. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, pardon. Je crois qu'on a aujourd'hui
intervenants de très grande qualité qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils pensent de tout ça. Il y a évidemment Dominique Méda, à qui je vais passer la parole en premier, qui est une sociologue connue, reconnue, qui a beaucoup travaillé sur les questions des droits dans le monde du travail. Et ensuite, Arié Halimi, donc avocat évidemment extrêmement présent sur la question des libertés, particulièrement dans le contexte actuel de restriction des droits qui interviendra. Et puis ensuite, Alain Fournier, qui a une belle expérience en tant qu'éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, qui nous dira aussi comment, dans les territoires pauvres, entre guillemets, tout ça est très instrumentalisé. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je demanderai à chacun, chacune, évidemment, d'éviter d'intervenir. Théoriquement, vous ne pouvez pas ouvrir vos micros, sauf les intervenants, pour éviter du parasitage. On souhaite également que, dans la mesure du possible, vous ne réagissiez pas trop sur la liste de discussion, de manière à pouvoir avoir le débat tous ensemble ensuite. Je rappelle que tout ça est enregistré, de manière à pouvoir être revu par celles et ceux qui, nous l'ont dit, regrettent de ne pas pouvoir être là ce matin. Donc, sans plus tarder, je te passe la parole, Dominique, en te remerciant à nouveau pour ton intervention. Merci beaucoup, merci Yves pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Alors, Yves m'a donné une petite vingtaine de minutes, m'a dit de ne pas faire trop long. Mes mauvaises habitudes de prof m'incitent à projeter un petit PowerPoint, si vous le permettez, notamment parce que j'ai un certain nombre de petits graphiques. Donc, vous allez me dire si vous le voyez. Parfait. Super. Alors, on parle aujourd'hui de démocratie au travail. On a écrit avec non seulement mes collègues Julie Batilana, qui est prof à Harvard, et Isabelle Ferreras, qui est prof à Louvain, un bouquin constitué de 12 articles écrits exclusivement par des femmes. J'espère on n'a pas encore été cloué au pilori pour ça, mais ça pourrait arriver. Voilà, sur la question du travail et de la nécessité absolue de démocratiser le travail aujourd'hui. Alors, je vous présente vite, je vous fais une petite présentation générale sur laquelle je pense qu'on pourra revenir après. Premier point, on entend parfois que les gens ne veulent pas travailler. C'est totalement faux. Les personnes sont très attachées au travail, notamment en France. Vous voyez ici, European Value Study, on demande aux personnes si dans leur vie le travail est important. Et la France est située ici, avec des pays d'ailleurs qui ne lui ressemblent pas du tout. Et la France est parmi les pays qui sont les plus nombreux à déclarer que le travail est très, très important. Ici, un autre petit graphique intéressant qui vous montre encore la spécificité française. La France est en rouge versus l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et regardez comme c'est intéressant, quel que soit le statut professionnel, qu'on travaille à temps plein, à temps partiel, qu'on soit indépendant, au chômage, retraité, étudiant ou au foyer, en France, les gens plébiscite le travail. Le travail est considéré comme très important. Alors, ça peut s'expliquer par deux raisons, mais donc avec une spécificité qui avait été mise en évidence par une belle enquête travail et mode de vie menée par Baudelot et Golac. Si on demande aux gens, pour vous, qu'est-ce qui est important pour être heureux, l'ensemble des personnes indique, et c'est un tiers, c'est tout à fait classique, d'abord la santé, suivi de la famille, suivi du travail, alors que les chômeurs indiquent qu'en premier vient évidemment le travail. Le manque de travail fait souffrir et il y a une encore plus grande appétence, un encore plus grand désir de travail de la part des chômeurs, ce qui peut paraître tout à fait normal, mais qui n'est pas reconnu par tous. Et puis, les Français se distinguent aussi par le fait, donc on se distingue quand même par un très haut taux de chômage, donc de nombreuses personnes qui plébiscitent le travail, et puis aussi parce que nous, les Français, vous voyez ici,
aussi, la France est là en tête. Nous plébiscitons également l'intérêt intrinsèque du travail, c'est-à-dire le contenu du travail, les relations que le travail peut donner. Néanmoins, ces très fortes attentes, donc avec une certaine spécificité française, hein, des attentes sans doute plus élevées à l'endroit du travail que dans d'autres pays, elles se heurtent à la réalité des conditions d'exercice du travail et elles débouchent, on pourrait même dire qu'elles se fracassent sur la réalité du travail et elles débouchent sur une crise de l'emploi qui est bien connue, hein, c'est notre taux de chômage très élevé depuis très longtemps, avec notamment une partie de personnes, de chômeurs de longue durée qui est de plus en plus importante. Hein. Aujourd'hui, plus de la moitié des chômeurs sont des chômeurs de longue durée, une explosion des contrats courts, même si le stock reste en CDI, et donc un très fort déséquilibre entre salariés et employeurs, qui débouche également, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins, sur une crise du travail, qui est bien mise en évidence par les enquêtes régulières de la Fondation de Dublin sur les conditions de travail, qui permettent de comparer les conditions de travail en Europe et qui nous montrent la très grande médiocrité des conditions de travail en France. Hein. Je vous donne quelques chiffres comme ça très, très rapidement. Hein. En comparant la situation française à la situation d'autres pays, vous voyez 27% des salariés français qui sont stressés dans leur travail versus les Pays-Bas 10%, le Danemark 12%, la Finlande 15%, 54% qui déclarent souffrir d'une fatigue générale, 59% travailler à des rythmes très élevés pendant au moins un quart du temps, 51% seulement qui indiquent qu'ils sont consultés en cas de réorganisation de leur travail, 31% seulement qui déclarent pouvoir influencer les décisions qui sont importantes pour leur travail, et finalement 21% seulement qui se déclarent très satisfaits de leurs conditions de travail. Vous voyez qu'on est en dessous de la moyenne de l'Europe à 27, où il s'agit d'un chiffre de 25%. Donc voilà, une double crise de l'emploi et du travail, qui s'accompagne d'une perte de sens du travail, d'un sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité. C'est bien, alors là c'est explicité par de nombreux travaux, je pense aux travaux d'Yves Clos, une absence de reconnaissance, un chiffre qui doit nous alerter évidemment, étant donné les débats qu'il y a actuellement ou qu'on va avoir sur la retraite. 52% des salariés qui déclarent qu'ils ne se sentent pas capables de faire le même travail jusqu'à 60 ans, et une dégradation très forte des conditions de travail, particulièrement dans la fonction publique et la fonction publique hospitalière. Je vous ai mis ce tout petit tableau pour illustrer. Vous voyez par exemple sur l'item devoir faire trop vite une opération qui demanderait davantage de soins, on a plus d'un quart de l'ensemble des personnes interrogées qui le déclarent, le faire toujours ou souvent, et 40% des personnes dans la fonction publique hospitalière, idem sur l'item ne pas ressentir la fierté du travail. Donc, c'est également mis en évidence par la série des enquêtes conditions de travail françaises, un très grand malaise au travail, hein, avec la moitié des salariés qui associent travail et mal-être, une montée des normes et des standards qui montrent un recul de l'autonomie, des femmes qui ont moins de latitude pour organiser leur travail que les hommes, et un travail qui tend à devenir de plus en plus répétitif. Voilà pour le tableau un peu de ce qu'il en est du travail aujourd'hui. Une double crise de l'emploi et du travail qui est aggravée par la numérisation. On constate à la fois une plateformisation du travail et une augmentation des dispositifs de contrôle du travail. On a donc à la fois, et c'est ça vraiment qui doit nous faire réfléchir, hein, à la fois une dégradation du salariat et un salariat qui est de plus en plus contourné, notamment par le biais de l'ubérisation du travail et la tâcheronisation du travail. Je rappelle qu'au 19e siècle, hein, le tâcheron, c'est celui qui prenait la marchandise et qui distribuait le travail à des ouvriers qui étaient payés à la pièce ou à des travailleurs à domicile. Et évidemment, ce tâcheron, l'intermédiaire, il cherchait à les payer le moins possible. C'est pour ça qu'on a parlé de sweating system. Souvenez-vous de Marx qui dénonçait ce système qui a été déclaré illégal,
mais qui revient aujourd'hui. On a un retour du tâcheronat, et aujourd'hui, le tâcheron, c'est la plateforme. Je m'y attarde un peu parce qu'on a beaucoup travaillé avec mes collègues sur cette question. Tout ça vient, souvenons-nous quand même, en France, de la commission Attali pour la libération de la croissance, qui a proposé une déréglementation d'un ensemble de professions, dont les taxis, et puis ce qu'on appelait avant les VTC la grande remise dans les années 2000. On a donc eu une loi de 2009 sur les VTC, et en 2009 également, une loi qui a déployé l'auto-entrepreneuriat, ce qui a entraîné une très forte dérégulation du secteur de la grande remise et du transport de particuliers, mais qui peu à peu s'étend à d'autres secteurs. Je renvoie au rapport récent du sénateur Salvodelli sur cette question. Juste un petit rappel là-dessus, ça me semble important parce que ça concerne aujourd'hui de très faibles effectifs, mais c'est en train de s'étendre considérablement. Le plus souvent, les travailleurs qui sont employés sur les plateformes, ce sont des auto-entrepreneurs, donc ils sont considérés comme des indépendants. Les plateformes, elles soutiennent que c'est un désir des travailleurs qui voudraient plus de flexibilité, de liberté, qui ne voudraient plus du salariat, ce qui n'est pas complètement faux, tellement le salariat s'est dégradé. Et évidemment, comme vous le savez, ça permet aux plateformes de ne pas assurer les contraintes de l'employeur, les devoirs de l'employeur, c'est-à-dire de respecter le droit du travail, la durée du travail, assurer la santé et la sécurité des salariés, etc., et le droit de la protection sociale. Comme ils ne sont pas salariés, le code du travail ne s'applique pas, et les plateformes, surtout, c'est pas surtout, mais non plus, ne payent pas de cotisations sociales. Donc, c'est un véritable détournement du code du travail. Je rappelle, pour mémoire, que le gouvernement français n'a jamais voulu s'opposer au développement des plateformes. C'est donc par le biais de la justice qu'on a réussi à arrêter un peu cette expansion, quoique elle ne soit pas vraiment arrêtée. Voilà. On a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en 2017 qui a dit qu'Uber était bien une entreprise de transport, alors qu'Uber avait tout simplement défendu qu'il n'était pas une entreprise de transport. Et puis, on a eu 3 décisions de la Cour de cassation et d'appel qui requalifiaient les chauffeurs en contrat de travail. Et donc, je vous disais, c'est vraiment un modèle qui s'étend. Juste un petit exemple sur la Californie pour montrer quand même ce qu'on risque. Le gouvernement californien a voté une loi décidant que les chauffeurs de VTC seraient des salariés. Uber, furieux, s'est assemblé avec d'autres plateformes pour refuser cette loi. Ils ont écrit un autre texte et exigé un référendum. Ils ont mené une campagne d'enfer à laquelle ils ont affecté 200 millions d'euros et ils ont remporté le vote. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est Uber qui écrit la loi. Comme d'habitude, nous, on est en retard. En Espagne, il y a désormais une présomption de salariat pour ces personnes. Au Royaume-Uni, la Cour suprême a décidé qu'ils seraient des travailleurs. En Italie, il y a eu la requalification de 60 000 chauffeurs et livreurs. Et il y a enfin un projet de directive de la Commission européenne qui est en train d'être préparé. Un mot sur la crise du Covid qui a accéléré et aggravé ces évolutions, donc la plateformisation, la tâcheronisation du travail, le contournement du salariat. Bon, je ne vous apprends rien si je vous dis que la crise sanitaire a révélé et exacerbé les inégalités sociales, notamment entre les statuts d'emploi et les conditions de vie. On a constaté très vite, d'abord au Royaume-Uni et aux États-Unis, une surmortalité des travailleurs essentiels, le fait que les femmes, les immigrés, les bas revenus étaient en première ligne. Et je pense que la question des immigrés, elle est absolument majeure, puisque là, on a vraiment des données qui nous montrent qu'en effet, les immigrés ont été touchés beaucoup plus que les autres, en raison à la fois de leurs conditions de travail et de leurs conditions de logement. En effet, ces conditions et ces possibilités de confinement, elles étaient radicalement différentes, avec des comorbidités souvent liées aux conditions de vie. Et puis, vous le savez aussi comme moi, on a mis en évidence le fossé béant entre l'utilité sociale et la rémunération de ces personnes. On a maintenant une enquête, je renvoie au document d'études de l'ADARES très, très important qui a été publié là-dessus, 4,6 millions de travailleurs et travailleurs essentiels, dont la rémunération moyenne annuelle est de 11 000 euros. Voilà le tableau, avec, ça c'est quand même très important maintenant,
d'avoir mis ça en évidence, hein, un revenu salarial annuel net de de ces presque 5 millions de personnes qui est extrêmement bas, avec, vous voyez, des pointes, enfin des bas à 9 000 euros de revenus salarial annuel net. Vous savez aussi qu'on a franchi une étape déterminante en matière d'organisation du travail, puisque le confinement a accéléré le déploiement du numérique et du télétravail, avec ses avantages et ses inconvénients. Vous savez que le télétravail est plébiscité aujourd'hui par les salariés. Certes, il y a un certain nombre d'avantages, comme le gain de temps, la moindre fatigue, etc., etc., mais il y a aussi un très grand nombre d'inconvénients sur lesquels, à mon avis, on n'insiste pas assez. Évidemment, le risque d'isolement des salariés face aux demandes de la hiérarchie, une charge de travail qui n'est plus bien estimée, mesurée, surveillée, une perte de lien social avec l'absence de soutien des collègues, hein, et surtout un risque de tâcheronisation. Et je voudrais insister sur le scénario noir vers lequel nous pourrions aller, hein, qui consisterait à passer, si nous passions massivement, si les entreprises passaient massivement en télétravail, eh bien, qu'est-ce qu'on verrait se déployer? Une vente des bureaux par les entreprises, du flex office pour les salariés restants. Et là, on risquerait d'avoir une deuxième étape des délocalisations, non plus les délocalisations de l'industrie, mais une très forte délocalisation des services qui pourrait aboutir à non seulement la fin de l'entreprise, mais aussi la fin du salariat, hein, puisque, évidemment, on aurait une mise en compétition généralisée des compétences à l'échelle mondiale grâce à la numérisation et à la tâcheronisation du travail. Et puis, Yves en a parlé dans son introduction, hein, on assiste aussi à un mouvement de surveillance et de contrôle absolument accru des travailleuses et des travailleurs, avec aujourd'hui, et ça y est, on a un certain nombre d'articles qui nous alertent là-dessus et qui le démontrent, hein, on a désormais le processus de recrutement, de notation, d'évaluation et de gestion qui est désormais en partie géré par l'intelligence artificielle et par le biais d'algorithmes dans lesquels on ne peut pas pénétrer. Donc, il y a vraiment un énorme danger. Alors, face à ces évolutions, que peut-on envisager comme scénario pour l'avenir du travail? Et je dirais, lequel de ces scénarios, je vais vous en présenter 3 que j'ai choisis arbitrairement, hein, lequel permet de répondre au mieux à la double crise du travail et de l'emploi? C'est ça qui m'intéresse. Il me semble qu'on a face à nous 3 scénarios. Un premier scénario que j'ai intitulé « Le démantèlement du droit du travail et de la flexibilité », c'est celui qui a été mis en œuvre dans nos pays depuis une trentaine d'années, avec des moments, avec des pointes, hein. Dans ce scénario qui consiste tout simplement à suivre les prescriptions de l'OCDE dans les années 1990, hein, c'est-à-dire, en gros, ça consistait à dire aux pays industrialisés, si vous voulez garder votre position dans la compétition internationale, il faut supprimer ou réduire les protections, et notamment la protection de l'emploi, hein, c'est-à-dire les règles qui entourent l'embauche et la rupture du contrat de travail. Eh bien, la thèse sous-jacente, c'est que le chômage est causé par de mauvaises institutions. Une institution, c'est quoi? Ça peut être aussi bien le SMIC que les syndicats, que l'indemnisation du chômage. Et donc, l'idée, c'est que les règles qui entravent l'allocation naturelle des emplois doivent être supprimées. Quels sont les résultats qu'on obtient? Eh bien, de mon point de vue et du point de vue de ma question, est-ce que ça peut résoudre la double crise de l'emploi et du travail? En aucune manière. Ce qu'on a bien vu, c'est que toutes ces législations, dont fait partie bien sûr les ordonnances travail, n'avaient ni permis d'améliorer, enfin de créer des emplois, ni permis, bien au contraire, d'améliorer les conditions de travail, puisqu'elles conduisent à une dégradation des conditions de travail et à un déséquilibre du rapport de force entre salariés et employeurs. Un deuxième scénario qui est évidemment tout à fait qui est en train de se répandre aujourd'hui dans nos sociétés, hein, c'est celui de la révolution technologique, hein. C'est l'idée que les nouvelles technologies détruisent irréversiblement l'emploi, mais que c'est une bonne nouvelle, que le travail qui restera sera de plus en plus collaboratif, que c'est la fin des vilaines organisations hiérarchiques, donc du salariat, que la création de valeur se fait désormais au sein de plateformes. Et ce deuxième scénario rejoint le premier sur l'idée que les règles qui encadrent le marché du travail, elles entravent le processus de destruction créative, donc elles doivent être supprimées et
chacun doit devenir son propre manager. Ce scénario ne permet pas non plus, évidemment, de créer des emplois, mais pas non plus d'améliorer les conditions de travail. Et donc, évidemment, mon préféré, c'est le scénario que j'ai intitulé le scénario de la reconversion écologique, qui consiste tout simplement à prendre au sérieux la crise écologique et à prendre en compte cette contrainte et la nécessité de prendre soin des ressources naturelles et des humains. C'est mon scénario rose et bien sûr vert en même temps, hein. Il me semble que ce scénario est susceptible de résoudre la crise de l'emploi parce qu'il devrait nous permettre de créer des emplois, hein. Ça, vous le savez mieux que moi, hein, c'est que les études, elles montrent que la transition écologique devrait créer des emplois, selon les études, entre 600 000 et 2 millions à l'horizon 2022-2030, évidemment à condition d'investir massivement dans certains secteurs. Et l'idée, c'est que globalement, nous aurons besoin de plus de travail humain, nous aurons besoin d'économiser l'énergie, donc de moins de processus mécaniques et de moins de processus chimiques également. Et donc, on aura besoin de plus de travail humain dans le BTP, les transports, l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, le recyclage et la réparation. Ça doit nous permettre de créer des emplois, mais aussi, à mon point de vue, de résoudre la crise du travail, de surmonter le malaise au travail dont je vous ai présenté les principaux éléments tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que nous devrions, en même temps que nous mettons en place ce scénario, cesser de faire des gains de productivité au profit de gains de qualité et de durabilité. C'est la grande idée de mon collègue et ami Jean Gadret, hein. Et c'est très difficile parce qu'on ne dispose pas des outils pour mesurer ces gains de qualité et de durabilité. Donc, on a à revoir toute notre instrumentation pour guider cela. Et je pense que ce scénario, il devrait nous permettre de mettre en place de nouvelles organisations du travail, à la fois au niveau mondial, en rompant avec la division internationale du travail, mais aussi en ramenant de l'activité finalement dans nos villes, hein. C'est-à-dire que c'est un scénario qui s'oppose au scénario qui voit dans le développement du télétravail la solution, parce que ce développement du télétravail, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il entraîne un risque majeur de polarisation entre les personnes qui peuvent télétravailler et les autres. Donc, au lieu de développer le télétravail avec des cadres qui sont tranquillement dans leur maison de campagne et ceux qui sont obligés d'être au contact, remettons de l'activité dans nos villes, essayons de rendre nos territoires le plus autosuffisants possible et développons également au niveau le plus micro de nouvelles formes d'organisation du travail. Et peut-être j'y reviendrai dans la discussion, mais ce que nous proposons dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, le manifeste du travail, c'est une radicale démocratisation du travail avec ce que ma collègue Isabelle Ferreira s'appelle le bicaméralisme, c'est-à-dire l'idée que l'entreprise, ça n'est pas la propriété des actionnaires, ça n'est pas ça. Aucun texte n'a jamais dit que l'entreprise était la propriété des actionnaires. L'entreprise est constituée de deux grosses parties constituantes, les salariés et les apporteurs de capitaux. L'entreprise, non, son seul objectif n'est pas de faire du profit, comme le disait Milton Friedman. Et ce que nous voulons, c'est établir une égalité, hein, aller contre l'asymétrie actuelle qui existe entre les salariés ou même les travailleurs et les apporteurs de capitaux, et donc faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les investisseurs en travail et les apporteurs en capital, puisque ce sur quoi nous insistons, c'est sur le fait que les investisseurs en travail, ils courent encore beaucoup plus de risques que les apporteurs en capital, mais ça Eugène Burel l'avait déjà dit en 1840, hein. Les apporteurs de capital, ils ont leurs capitaux, donc ils peuvent attendre si des opportunités de placement ne se présentent pas, alors que les investisseurs en travail, ils ne peuvent pas attendre. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation. Donc, dans ce manifeste travail, nous faisons un certain nombre de propositions, à la fois pour démocratiser le travail, mais aussi pour démarchandiser le travail. L'article central est écrit par Pavlina Tcherneva, qui est la grande prêtresse, je dirais, de la démarchandisation du travail et de la garantie de l'emploi. Et nous indiquons comment nous pourrions mettre toutes ces réformes au service de la dépollution, c'est-à-dire de la reconversion écologique. Merci pour votre attention. Un grand merci, Dominique. On va peut-être supprimer. Attends, j'arrive plus à supprimer mon
partage. Très beau, ça. Alors, voilà, arrêtez de partager. Pardon. Merci, Dominique. Donc, on le voit, hein, il y a des enjeux considérables et je trouve qu'effectivement, la question de l'insécurité au travail, telle que tu l'as présentée, parce que c'était un de nos thèmes, la question de la sécurité, on le voit et s'accroît d'une certaine manière avec toutes ces dispositions et les scénarios que tu as évoqués qui me paraissent tout à fait fondés sur la technologisation, entre guillemets, je sais pas si qui est promue par certains, ou la totale dérégulation à la Milton Friedman, montre bien que les risques pour les salariés et au-delà, les chômeurs et autres, s'accroissent d'une certaine manière aujourd'hui, plus qu'ils ne se réduisent. Et quand on entend les discours de la droite ou de l'extrême droite sur la sécurité, on voit bien que pour eux, la question de la sécurité se réduit d'une certaine manière à la sécurité des biens et des personnes, au sens de ceux qui en ont des biens doivent être protégés et tant pis pour les autres. Je vous propose que peut-être on entende Arié tout de suite et puis ensuite Alain, et puis qu'ensuite on a un débat général pour, si ça vous convient, pour qu'on puisse mixer un peu et avoir cette vision globale de l'ensemble de la problématique. Si ça te convient, Arié. Très bien, parfaitement, si vous m'entendez bien. C'est parfait. Bon, bonjour à tous. Je vais vous parler d'une chose qu'on vit à peu près tous depuis un petit moment, c'est-à-dire qu'on assiste à la résurgence de la réaction et des discours réactionnaires, mais pas que des discours, des normes législatives, des pratiques également, et de manière générale à une réduction des libertés. On a entendu il n'y a pas très très longtemps le président de la République dire que les devoirs prévalaient sur les droits. Et on a le sentiment qu'effectivement, on vit une époque de la réaction. Et la question, c'est de savoir pourquoi, comment inverser cette tendance, et donc peut-être d'abord analyser ce qui s'est passé sur ces 40 dernières années et comment on a on est passé progressivement d'une société où les droits prévalaient sur les devoirs à une société où finalement les libertés se réduisent progressivement. On l'a vu d'abord dans les normes législatives, on a eu une accumulation de législation sécuritaire, de législation qui avait pour tendance d'abord à augmenter le nombre d'infractions. Il y a eu un millefeuille législatif en matière pénale et en matière de procédure pénale, accroissement de la pénalité également. On a une législation également qui tend à réduire un certain nombre de droits d'expression. Le droit de manifester, par exemple, qui s'est progressivement réduit. On l'a vu avec la loi dite anti-casseurs, qui a eu pour vocation à essayer de réduire la possibilité de manifester, avec notamment l'interdiction de la dissimulation, du visage, quand on sait que manifester sans masque aujourd'hui est devenu hautement improbable compte tenu de la quantité de gaz lacrymogène qui est diffusé dans les manifestations. Donc, concrètement, des législations qui ont essayé aussi de réduire le droit des journalistes, le droit on a vu le schéma national du maintien de l'ordre, par exemple. On a vu également la loi sécurité globale. Donc, une succession de législations, également en matière antiterroriste. Et ces législations ont progressivement réduit le périmètre des droits et libertés. Quand on analyse ces législations, on se rend compte également qu'elles répondent aussi à une pratique, à des pratiques. Quand on prend à nouveau le droit de manifester, on se rend compte que, il y a eu de plus en plus de pratiques telles que les violences policières, qui avaient pour vocation à dissuader les manifestants de manifester. On a un changement de la doctrine du maintien de l'ordre. On sait que pendant très longtemps, le maintien de l'ordre, c'était une possibilité d'éviter la confrontation entre les forces de l'ordre et les manifestants. Maintenant, on a une confrontation directe avec la création d'unités de contact comme les Braves M.
l'utilisation d'armes dites sublétales comme les LBD-40, l'utilisation de grenades explosives qui ont créé beaucoup de mutilations et de blessures chez les manifestants et donc qui ont également entraîné une dissuasion pour l'exercice du droit de manifester. L'utilisation des NAS, bien évidemment, ces NAS dont on ne connaît pas véritablement encore le régime juridique, qui est fluctuant. On a encore différentes appréciations, tant par le Conseil d'État que par la Cour de cassation. On ne sait pas si ces NAS sont illégales. On pense qu'elles le sont, qu'elles sont illégales dans la mesure où elles entraînent une privation de liberté de manifestants qui exercent leur droit constitutionnel d'exprimer collectivement leurs opinions. Mais ce n'est pas évident puisque dernièrement, le Conseil d'État a exprimé une réserve en disant qu'elles pouvaient être utilisées dans certaines situations pour éviter des troubles à l'ordre public. Donc voilà, l'utilisation des NAS. Aujourd'hui, quand on manifeste, eh bien, on a des NAS mouvantes même, puisque les CRS entourent intégralement le cortège de manifestation du début jusqu'à la fin, avec l'impossibilité pratique même de sortir de ces manifestations. L'utilisation des drones, utilisation qui a pendant très longtemps été illégale, puisqu'il n'y avait aucune législation qui autorisait l'utilisation des dispositifs drones au-dessus des manifestations. Ces drones qui sont des appareils aéroportés qui avaient pour vocation de filmer les manifestants, donc des opposants politiques, et donc de rendre compte au pouvoir politique eh bien, de qui était dans cette manifestation, de qui s'exprimait. Et ces drones n'étaient appuyés tout simplement sur aucune législation. Donc, on a pendant très longtemps eu une illégalité de l'utilisation de ces drones. Il y a eu 2 condamnations, notamment du préfet de police l'allemand par le Conseil d'État à 2 reprises, parce qu'on a été obligé, notamment avec la Ligue des droits de l'homme, de retourner par 2 fois devant le Conseil d'État pour obliger le préfet à ne plus utiliser ces drones. La loi sécurité globale a essayé d'instaurer ces drones. Le Conseil constitutionnel les a censurés parce qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties fondamentales dans le cadre de la violation du droit à l'intimité et à l'image. Et finalement, eh bien, ces drones sont repassés dans la dernière législation sur la dite de responsabilité pénale, et donc nous aurons dans quelques temps l'utilisation de ces drones. Mais toujours est-il que, pour revenir au propos principal, c'est qu'il y a une pratique visant à réduire le droit de manifester, mais pas que le droit de manifester. Il y a également la liberté d'association qui, parallèlement, a été attaquée sévèrement, notamment avec la loi dite séparatisme, mais qui a comme nom final loi confortant les principes républicains. Cette loi impose notamment le contrat d'engagement républicain dont le décret a été publié au 31 décembre dernier. Ce contrat d'engagement républicain devient une obligation pour toutes les associations voulant ou bénéficiant de subventions publiques de signer une charte qui pose un certain nombre de problèmes quant à la liberté d'expression des associations, puisqu'elle impose par exemple de s'interdire de créer des troubles à l'ordre public quand on sait par exemple qu'un grand nombre d'associations, parce que l'expression politique devient de plus en plus compliquée, ont recours à la désobéissance civile, notamment des associations écologistes. On pense bien évidemment à Greenpeace ou à Alternativa. On pense aux intrusions sur les aéroports pour dénoncer l'usage abusif du transport de manière générale et du transport aérien également qui entraîne des conséquences écologiques. On se dit qu'effectivement, il y a une volonté de mise au pas globale du tissu associatif, de ces contre-pouvoirs que sont la société civile. Donc, c'est aussi un autre biais par lequel le pouvoir réduit les droits et libertés. Et puis, bien évidemment, nous avons ce que nous vivons depuis un certain moment, mais qui existe depuis 1955, c'est-à-dire l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est évidemment un mécanisme légal, puisque c'est inscrit dans la loi. On y a recours en exécutant la loi, hein, et on y a recours dans certains moments de crise. L'état d'urgence, c'est quelque chose, c'est un instrument légal qui permet de faire face à une crise, qu'elle soit sécuritaire
ou sanitaire. Elle est née pendant la guerre d'Algérie, en 1955, avant même la constitution de la Ve République. Pourtant, elle a inspiré, à mon sens, beaucoup la Ve République dans son côté hyper présidentiel, dès lors qu'elle confère, et c'est son objectif, un grand nombre de pouvoirs supplémentaires par rapport à l'équilibre institutionnel traditionnel au président de la République et au pouvoir exécutif, en transférant notamment le pouvoir du judiciaire, de l'autorité judiciaire vers le préfet et vers la juridiction administrative, donc en réduisant le pouvoir de cette autorité judiciaire qui est pourtant le garant constitutionnel des libertés individuelles, en conférant des pouvoirs exorbitants au pouvoir exécutif, notamment, on l'a vu pendant l'état d'urgence sécuritaire de 2015, en autorisant des assignations à résidence décidées administrativement, en autorisant des perquisitions administratives également, décidées par le préfet ou par le ministre de l'Intérieur, mesures qui ont été en pratique appliquées, alors certes au début contre des militants écologiques qui voulaient participer à une contestation contre la COP21, mais également et majoritairement contre des personnes de confession musulmane dont il s'est avéré qu'elles n'avaient strictement aucun lien avec la menace terroriste à la suite des attentats de novembre 2015. Donc, une stigmatisation, bien évidemment, là aussi, des personnes de confession musulmane, tant par l'instauration de cette pratique de l'état d'urgence sécuritaire, mais également par l'instauration de discours instaurant une forme de continuité entre l'islam, l'islamisme, le terrorisme. C'est un discours qui aujourd'hui est devenu dominant. Il suffit d'allumer la télévision, d'aller sur CNews, sur BFM. Il suffit d'écouter les discours politiques majoritaires pour se rendre compte que cette continuité a irrigué le discours dominant et qu'il y a une forme d'hégémonie, alors bien évidemment de manière générale d'extrême droite, mais d'hégémonie dans cette pensée de la continuité entre l'islam et le terrorisme, avec une stigmatisation générale. Cette stigmatisation, elle a été irriguée notamment par la pratique de l'état d'urgence de 2015. État d'urgence qui a également été instauré au début de la pandémie que nous vivons de Covid et qui a cette fois non plus eu pour vocation de restreindre la liberté de quelques militants écologistes ou de personnes de confession musulmane, mais de l'intégralité de la population. Donc, il y a une extension du champ de cet état d'exception en permettant évidemment le confinement généralisé. Alors, il ne faut pas se méprendre sur le propos. L'état d'urgence sanitaire a bien permis l'instauration de mesures de santé publique pour faire face à la pandémie. Ça va de soi. Mais il n'a pas eu que cette vocation. Il a aussi eu pour vocation d'autoriser finalement et d'avoir un effet d'opportunité pour le pouvoir visant à restreindre les libertés encore plus qu'elles ne l'étaient. On a vu d'ailleurs bien que le législateur, au début de la pandémie, au début de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, a été restreint. Son action a été réduite. Il y a eu un certain nombre d'ordonnances de l'article 38 qui ont conféré à l'exécutif le pouvoir de légiférer. L'autorité judiciaire a également été mise en berne. Le droit de manifester était strictement impossible. Et donc, finalement, tout au long de l'état d'urgence, même si ces restrictions ont été progressivement allégées, on a eu à faire face à une réduction des libertés et des contre-pouvoirs du fait notamment de l'instauration de l'état d'urgence. L'état d'urgence devient la norme, c'est le principe même de cet état d'exception et il réduit progressivement l'état de droit et la démocratie. Voilà pour le constat et quelques mots pour sortir de ce constat. Il me semble que, et ça c'est une proposition, c'est une réflexion toute personnelle, mais il me semble que si l'on en est là, c'est parce qu'on a une structuration du discours politique et de la proposition politique qui est assez classique et qui n'a pas beaucoup changé finalement depuis la période pré-révolutionnaire. C'est-à-dire c'est un discours qui est assez binaire, qui crée un clivage entre deux parties de la population. C'était déjà le discours porté par la noblesse
contre la monarchie, dans son opposition à la monarchie. Puis, au moment de la Révolution, discours repris et structuration politique repris par les révolutionnaires contre l'absolutisme. Discours également théorique dans l'opposition entre les races dites civilisées et les races primitives au moment de la colonisation et au moment du discours scientifique sur les races. Lutte des classes également. Patriarcat contre féminisme et puis donc réaction contre les Lumières. Donc globalement, on a toujours et systématiquement un discours assez binaire et donc une proposition politique assez binaire. Il se trouve que nous vivons un moment qui est celui du réchauffement climatique. Et ce moment peut donner lieu à deux issues possibles. Soit une accentuation de ce discours et de cette offre politique qui oppose aujourd'hui et pendant la pandémie et depuis l'état d'urgence sanitaire l'État à la population et éventuellement le monde de l'entreprise aux travailleurs. Donc une accentuation de cette offre politique et de cette proposition politique assez binaire avec, du fait du réchauffement climatique, un accroissement des inégalités. Une partie de la population qui, du fait de son patrimoine et de ses richesses, va pouvoir être protégée des conséquences du réchauffement climatique, avec une majorité de la population qui sera en proie aux conséquences du réchauffement climatique, qui sera toujours plus précaire et qui aura toujours moins de droits, puisque pour faire face à la colère sociale toujours plus importante, du fait de cet accroissement et de cette précarité, on aura une réduction des droits pour calmer la colère sociale. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est une prise en considération, une véritable prise en considération politique du réchauffement climatique, la création et la refondation d'un universalisme qui inclurait d'abord, évidemment, l'espèce humaine, mais l'intégralité des espèces naturelles, ensemble contre ce réchauffement climatique. Et donc, il n'y aurait plus une binarité au sein de la population, mais un universel contre, finalement, le réchauffement climatique, ses origines et ses conséquences, ce qui pourrait permettre, finalement, l'avènement d'une autre pensée politique, moins binaire, plus unitaire, qu'on pourrait appeler, évidemment, l'écologie sociale ou l'écosocialisme. Voilà la proposition alternative. Évidemment, on se trouve aujourd'hui à ce carrefour de choix et de positionnement politique. Merci Arié pour à la fois ce constat et cette mise en perspective qui, je crois, rejoint beaucoup de choses que nous partageons, puisque y compris le premier numéro de propos s'appelait Vivant, la République, une République du vivant, je crois, qui montre bien qu'effectivement, on ne peut plus continuer à dissocier les humains du reste du vivant si on veut changer à la fois notre regard sur la société et bien au-delà, trouver des pistes de sortie de l'ensemble des défis et des crises. Alors, je vais passer la parole à Alain Fournier. Avant, je voulais juste dire un mot. Si vous souhaitez poser des questions, mettez-les dans le fil de discussion de manière à ce qu'on puisse organiser les débats après. On prendra quelques questions. Fred Calfon fera sans doute quelques synthèses pour qu'on puisse aller plus vite, mais évidemment, si on peut, on vous donnera directement la parole. Et sans plus attendre, Alain, je te passe la parole avec là aussi un partage. Bien, merci. D'accord. Bien, merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis un ex-éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. La protection judiciaire de la jeunesse, c'est une des 3 administrations du ministère de la Justice avec les juridictions, c'est-à-dire les juges, les tribunaux, et l'administration pénitentiaire. La protection judiciaire de la jeunesse s'occupe des mineurs délinquants, mais aussi des jeunes en danger, ce qui est à moitié vrai aujourd'hui. Et dans la présentation, j'avais mis éducateur à la retraite. Or, moi, je emploie très peu le mot retraite parce que ça fait vieillir, etc. C'est quand même pas du tout agréable. Mais si je l'ai mis, c'est parce que je n'ai aucune nostalgie de ne plus appartenir à cette institution. Et à peu près tous les gens de mon âge sont dans cette situation. On est bien content de ne plus travailler
à la PJJ actuellement. Parce que entre le moment où on s'est engagé dans cette administration qui à l'époque s'appelait l'éducation surveillée, où on était là pour aider des jeunes qui n'allaient pas bien à avoir des projets d'avenir, et aujourd'hui on est plus dans une logique de contrôle de mesures pénales, ce n'est pas du tout le même métier, et on est très content d'être sorti de cette logique-là. Par ailleurs, je suis élu local à Clichy-la-Garenne et membre de la commission justice d'Europe Écologie Les Verts, où je travaille plus sur les questions de justice des mineurs, avec Christiane Le Pommier d'ailleurs, qui j'ai vu qui est présente à ce séminaire. Donc, mon propos va porter sur une analyse de l'insécurité, mais surtout du sentiment d'insécurité, sur l'histoire, l'évolution du regard vis-à-vis de la délinquance et tout ce qui conduit au développement aujourd'hui des politiques sécuritaires et sur les moyens de combattre cette délinquance de manière structurelle. Alors d'habitude, quand j'interviens en présentiel, je fais toujours une petite devinette et je demande qui a dit cette phrase. Donc je vous la lis: notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité, n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard rentre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. Alors, si on faisait le jeu, peut-être certains diraient c'est Valérie Pécresse, c'est Éric Ciotti, c'est Éric Zemmour. Quand c'était un peu en avant, plus loin, on disait Nicolas Sarkozy ou Pasqua. Non, pas du tout. C'est Socrate, 470-399 avant Jésus-Christ. Tout cela pour montrer que ces histoires ne sont pas nouvelles et que le regard, à cette époque-là, était déjà très négatif ou pouvait être très négatif sur un certain nombre de jeunes. Alors, disons-le d'emblée, aujourd'hui, on vit une des périodes de l'humanité qui est les plus sûres, à la fois dans l'histoire et à la fois dans l'espace. Pareil, quand je fais des interventions sur le sujet, c'est en général donc dans ce cadre de réunion en présentiel, donc le soir, et je dis nous allons nous quitter à 23 heures et allons a priori toutes et tous rentrer tranquillement chez soi. Ça aurait été différent si on avait vécu au début du XXe siècle, au XIXe siècle, où en remontant dans le temps, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, à la préhistoire. Il y a plusieurs études d'historiens. Alors, c'est un peu compliqué parce que les statistiques ne sont pas les mêmes par rapport à cette époque-là qu'elles ne sont aujourd'hui, mais qui ont démontré que les crimes de sang ont été divisés par 50 en 8 siècles. C'est quand même énorme comme diminution. Sur le plan géographique, nous vivons bien plus en sécurité ici, en Europe, qu'en Afrique ou en Amérique latine ou aux États-Unis. Alors bien sûr, d'accord, ça ne résout pas toutes les difficultés. Si dans une réunion de quartier, dans une ville, vous vous contentez de dire cela, vous risquez fort de vous faire rentrer dedans. Mais il est bien de rappeler ces faits objectifs, c'est la réalité. L'enjeu, c'est de ne pas laisser délirer ceux qui décrivent une situation qui serait à la fois inédite et complètement catastrophique. Pour les chiffres, je vous renvoie à plusieurs travaux de sociologues, et notamment ceux de Laurent Mucchielli et l'interprétation que l'on peut en faire. On pourrait d'ailleurs y revenir par rapport à des exemples précis, comme par exemple la lutte contre le deal sur le terre-plein de la sortie de Asnières Gennevilliers, Gabriel Péry, où l'interprétation des chiffres est tout à fait intéressante et peut donner des fausses visions aux gens. Alors, comment apparaît le sentiment d'insécurité? Comme je disais, il y a nécessité de différencier effectivement le sentiment d'insécurité de l'insécurité réelle. L'insécurité réelle, c'est très clair, c'est la délinquance, en clair, le nombre de crimes et délits qui sont commis. Et quand on évoque l'insécurité, de quoi s'agit-il? De quelle insécurité parle-t-on? Alors là, je voudrais évoquer une étude sociologique de Robert Castel, qui est un peu ancienne, elle date de 2003. Je l'avais entendu en parler à un séminaire avant qu'il ne décède à Bobigny, mais je pense que cette étude reste complètement d'actualité. Avec son équipe, il a conduit des entretiens auprès d'individus sur les peurs qu'ils ressentaient. Et l'équipe a ainsi démontré 3 types d'insécurité. Une première, qui est sociale. Plus personne n'est à l'abri de perdre un emploi ou de perdre sa situation.
Une deuxième qui est environnementale. Alors, ça insistait beaucoup sur l'aspect sanitaire, puisqu'on était dans la suite du scandale de la vache folle, mais on parlait aussi de pollution et du réchauffement climatique en n'y mettant pas le terme. On parlait des gaz à effet de serre. Et la troisième, la délinquance de voie publique. Et la question centrale de l'étude était de comprendre pourquoi cette délinquance de voie publique prend une telle place face à d'autres insécurités. Dans l'absolu, ces autres insécurités sont tout à fait aussi inquiétantes, voire plus concernant le dérèglement climatique. Et une des réponses, c'est la proximité et la probabilité que telle ou telle insécurité nous touche. L'insécurité sociale peut arriver, mais on peut aussi échapper à la perte de l'emploi, échapper au chômage et espérer à un moment que les aides sociales amortiront les difficultés. L'insécurité environnementale est plus lointaine, encore que le dérèglement climatique aujourd'hui est bel et bien présent et visible, mais en tout cas, ça demande de se projeter dans un futur, dans peut-être les 20-30 ans à venir. Et puis, il y a toujours un déni vis-à-vis de la catastrophe, de l'effondrement à venir, comme le montre plutôt bien le film Don't Look Up. La délinquance de voie publique, en revanche, devient fortement surévaluée. On a pu entendre parler, quand je dis on, c'est les personnes qu'on rencontre, ont entendu parler de tels délits qui avaient eu lieu dans le quartier, mais souvent les gens sont incapables de dire qu'est-ce qui s'est passé précisément, et puis de répondre aux questions banales liées à ça, qui, quoi, où, quand, comment. Autre point important, toujours sur le sujet, c'était évoqué par Ariel, les médias qui en parlent constamment. D'où la peur d'être là, au mauvais moment, au mauvais endroit. Les chaînes d'infos en continu, ajoutant à cela. Dans le temps, on ne savait pas, effectivement, ce qui se passait au-delà du village qu'on habitait, du canton, ou quand on habitait en ville, au-delà de son propre quartier. On retrouve bien là une question des échelles, de temps et de lieu, qui accentue l'insécurité de voie publique. Dans l'étude de Robert Castel, figure en sous-titre « Qu'est-ce qu'être protégé ?» Cette question renvoie à l'impossibilité des politiques et gouvernements de répondre réellement aux problèmes sociaux et environnementaux qui touchent les populations et les habitants. On en vient naturellement aux réponses à apporter aux habitants. Moi, en tant qu'élu communal, je dis toujours lors de réunions publiques que cette question n'est vraiment pas aisée, facile. Et ceux qui prétendent la résoudre aisément au moyen de lois qui sont plus dures, de plus d'effectifs de police. Localement, ça passe par l'armement de la police municipale, la vidéosurveillance. Tout cela sont des menteurs. J'entendais Thomas Legrand faire une chronique un matin sur France Inter et il parlait de posture, effectivement, face à un fait divers et tout. Un certain nombre de sécuritaires prennent des postures. On sait que ça ne changera rien, mais ils montrent leurs muscles et qu'on ne va pas se laisser faire. Et ceux qui affirment avoir une réponse politique immédiate sont effectivement les populistes et les sécuritaires. Alors attention, on ne doit pas se laisser enfermer par le renvoi d'angélisme de la part des partisans du sécuritaire. Je me rappelle toujours quand Noël Mamère était député, il avait réussi à être député, certains lui renvoyaient toujours « ouais, mais toi, tu es naïf et angélique ». Et on nous parle de faiblesse, de manque de fermeté sur les sujets régaliens. Précisément, c'est parce qu'on ne rentre pas dans leur logique. De fait, il n'y a aucun angélisme à vouloir réfléchir, à vouloir analyser pour comprendre. Dans l'histoire de cette évolution sécuritaire, je voudrais parler de la parole malheureuse de Lionel Jospin à Villepinte au colloque en 1997, où il a dit « Privilégier la responsabilité individuelle à l'excuse sociologique ». On pourra revenir sur la notion d'ailleurs de privilégier la responsabilité individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce colloque constitue, à mon avis, le virage du Parti socialiste vers l'idéologie sécuritaire. Déjà sur le fond, on peut dire que la sociologie n'est pas faite pour excuser, mais pour fournir des éléments d'explication qui vont permettre de trouver des solutions et de proposer des politiques publiques. Et cette guerre à l'intelligence,
On la retrouve un peu plus tard chez Nicolas Sarkozy, qui, lors d'un fait divers très difficile, quelques années plus tard, sortira quand même cette perle. Quand on veut expliquer l'inexplicable, on s'apprête à excuser l'inexcusable. Ça ne veut strictement rien dire. Et Laurent Mucchielli affirmera à ce sujet que c'est effectivement l'idéologie de l'émotion, du café et du commerce qui sert de base pour construire les politiques publiques sur cette question. Autre point important dans cette évolution, le poids de la ou des victimes qui deviennent, aux yeux de certains, quasiment des experts sur ce qu'il conviendrait de faire pour faire baisser les crimes et les délits. Il faut évidemment refuser cette démagogie qui fait que la victime se transformerait en expert. Ce n'est pas facile à affirmer parce que quand on est face à beaucoup de douleur, de souffrance, face à un être détruit, c'est pas facile d'exprimer ça. C'est pas pour ça qu'on est habilité à dire ce qu'il faudrait faire. Mais c'est complètement nécessaire. Et on ne doit pas hésiter à affirmer que nous n'avons pas de réponse instantanée. Même devant des gens remontés dans une réunion de quartier, après, je me rappelle à Clichy, après qu'un cafetier ait eu sa caisse braquée, on ne doit pas hésiter qu'on n'a pas de réponse instantanée. Il y a une réponse à un acte de délinquance, à un acte délictuel, qui est une réponse pénale qui peut être rapide si l'infraction à la loi est démontrée, mais il n'y a pas de réponse politique immédiate. Et là encore, attention, il y a un certain nombre d'élus qui ont tendance à se transformer en juges, mais ils ne sont pas. Ils restent avant tout des politiques, puisqu'ils ont été élus pour ça. Ils se doivent de proposer des solutions politiques. Et leurs solutions, comme je le disais, restent souvent simplistes. C'est encore toujours au niveau localement, la vidéosurveillance, l'armement de la police municipale. C'est surtout très simpliste et inopérant parce qu'on ne répond pas à des problèmes de souffrance humaine et de malaise social par des solutions techniques. Dernier point à évoquer ensemble, comment endiguer le sentiment d'insécurité et surtout l'insécurité réelle. En clair, comment faire baisser la délinquance? Alors globalement, on est d'accord qu'il y a à peu 3 axes de lutte contre la délinquance. Le premier, ça n'a rien d'hiérarchique dans ce que je dis, c'est simplement le premier, parce que c'est celui que je nomme en premier, la prévention, l'éducation, le soin, l'aide sociale, la prise en charge des personnes qui vont mal. Le deuxième, c'est la répression, l'enfermement, la prison, l'hôpital psychiatrique, l'éloignement, en faisant disparaître la personne du quartier, en mettant à l'écart les gens qui font problème. Et le troisième axe, c'est le traitement des causes. Pourquoi y a-t-il de la délinquance, de la déviance, de la violence? Quelle société inclusive faudrait-il construire pour les faire baisser? Alors, disons-le, pas de naïveté, les 3 sont nécessaires. Je me rappelle d'un copain qui disait que oui, mais c'est gênant sur le deuxième point, la répression, etc., l'éloignement. On le voit bien dans les situations de féminicide, la nécessité, effectivement, d'éloigner l'homme violent pour protéger la femme qui est battue. Donc, les 3 sont nécessaires, mais ce qui reste fondamental, c'est la question du dosage. Pendant les années d'après-guerre, depuis 1945, en Europe, pour les mineurs, en tout cas, c'est la prévention qui a été privilégiée. Un mineur qui commet des actes de délinquance, c'est un enfant qui va mal, ces actes étant le symptôme de ce malaise et il a besoin d'éducation. Et puis, au début des années 2000, avec la montée de Sarkozy, la répression s'est imposée à travers notamment les lois Perben sur la justice. Schématiquement, un jeune qui commet un acte de délinquance, c'est un jeune qui l'a choisi, qui s'est réveillé le matin et qui s'est dit « tiens, je vais être délinquant ». Et c'est la sanction qui va l'arrêter. Certains ont même osé prétendre que la sanction était éducative, ce qui est absurde, contraire à l'ensemble de tous les travaux qui ont été faits par les chercheurs, les juristes, les travailleurs sociaux dans leur pratique. L'éducation ne s'exerce effectivement que dans la liberté. Et quand on fait de la politique, ce qui nous concerne en premier lieu, c'est le traitement des causes. Comment faire pour qu'il y ait moins de gens qui commettent des infractions, moins de personnes qui aillent mal, qui soient exclues, qui puissent avoir des projets de vie positifs pour la collectivité, une utilité. C'est vraiment fondamental parce que la délinquance commence là, dans l'exclusion et l'inutilité sociale.
Je voudrais faire référence au travail du sociologue Loïc Vacan aux États-Unis. Au début des années 80, avec l'arrivée de Reagan aux États-Unis et de Thatcher au Royaume-Uni, les libéraux triomphants ont trouvé que l'on donnait vraiment beaucoup trop d'argent au niveau social. Et souvent, dans leur esprit, pour un résultat médiocre sur le plan de l'insertion. Ils en ont conclu que ça contribuait à l'assistanat. À partir de là, ils ont décidé de couper les vivres en disant que les gens devaient se débrouiller tout seuls et s'assumer. Ce système a quand même été pensé, théorisé. Il a envoyé sciemment des pauvres dans la marginalité. Pour certains même, ça a favorisé le fait qu'ils tombent dans une délinquance, souvent simplement pour survivre. Et c'est à ce moment-là que le discours libéral du trop d'État s'est inversé. Il est devenu musclé, répressif. On en a appelé un retour de l'État. On a attendu du pouvoir qu'il crée toujours des lois plus dures, plus répressives, ainsi que des structures d'enfermement pour punir. Loïc Vacan disait que l'administration pénitentiaire était devenue le deuxième employeur aux USA après Walmart, ce qui effectivement témoigne bien de cette dérive. Loïc Vacan parlant à ce sujet d'un État libéral paternaliste. Vous avez tous entendu parler à New York de la vitre brisée qu'il fallait réparer tout de suite, de la tolérance zéro qui ont institué les politiques sécuritaires. Les opposants à cette dérive ont appelé cette politique la pénalisation de la pauvreté. Tout ce discours, cette idée sur le trop d'assistanat, les aides sociales qui doivent se mériter, était quand même très présente dans les régionales, et notamment dans les deux régions que j'ai le plus suivies, les régions de mon cœur auxquelles je suis attaché, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. J'ai suivi précisément et on a entendu les discours de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ce qui rejoint ce que disait d'ailleurs par rapport à Xavier Bertrand, ce que disait Dominique Méda, sur la valeur travail et donc la lutte contre l'assistanat. Et à coup sûr, nous les entendrons beaucoup dans les 3 mois à venir. Je terminerai cette intervention par une formule, peut-être un peu facile, mais elle m'avait bien plu et j'avais envie en fait de vous en faire profiter. Je l'avais entendu à un colloque de travailleurs sociaux à Bobigny. Et face au déficit abyssal de réflexion sérieuse dans la sphère politico-médiatique, une médecin, psychiatre, avait dit qu'il fallait penser les mots, penser P-E-N-S-E-R, les mots M-O-T, afin de pouvoir penser les mots P-A-N-S-E-R, les mots M-A-U-X. Des psychologues diraient que le passage à l'acte de délinquance, c'est un déficit de reconnaissance, d'estime de soi, de narcissisme. En conclusion, très rapidement, sur le plan politique, la réalité aujourd'hui est que les partis traditionnels ont largement abandonné l'idée de changer la vie, d'aller vers une société inclusive pour que tout le monde y trouve sa place. C'est vraiment une des missions qu'on a à ELV et au pôle écolo, de dire qu'on a vraiment envie de changer la vie. Toutes les réformes actuelles ne vont pas vers plus de solidarité, plus de care, comme on dit. Au contraire, elles s'orientent toujours vers plus de précarité et d'exclusion, comme l'ont très bien démontré Dominique et Arié avant. Voilà, donc j'espère avoir apporté quelques éléments intéressants au débat. Merci de m'avoir écouté. Et je suis prêt effectivement à écouter les réactions et à répondre aux questions. Et je voulais juste remercier ma fille, qui ne le souhaitait pas, mais qui m'a aidé dans les différentes diapos qui sont passées au moment de l'intervention. Merci Alain et merci à Anne, donc ta fille, pour votre collaboration familiale. Alors, on va passer aux questions-réponses. Il y a eu quelques remarques dans le chat, soit en privé, soit public. Fred, est-ce que tu peux déjà évoquer ça? Évidemment, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la main, vous savez, en appuyant sur « Réagir » en bas de votre écran ou poser directement les questions dans le fil de discussion. Et puis ensuite, nos 3 intervenants, évidemment, ont toute liberté pour réagir aussi aux propos les uns et des autres. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre des questions de nos spectateurs, entre guillemets, participants, mais en tout cas, vous pouvez aussi, entre vous, évidemment, dialoguer. Fred, peut-être déjà.
Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. De nouveau, donc trois questions successives, hein. Je vais vous les poser les unes à la suite des autres, mais qui ont, dans les premières, qui ont un peu la même caractéristique, hein, de commencer par comment. Alors, effectivement, il y a une attente par rapport à des propositions. Donc, je vais commencer par la première question pour Dominique, qui est sans doute, comme dirait l'autre, tout un programme. Comment redonner du pouvoir aux salariés de façon concrète? Et après, J'avais pas vu celle-là, j'avais vu les autres. Comment redonner du pouvoir aux salariés de façon concrète? Alors, je rentre dans le détail de notre proposition, hein, celle dans le manifeste de travail. Ça consiste ou bien à passer par le comité social et économique et à donner beaucoup plus de pouvoir à ce comité social et économique, hein. Aujourd'hui, vous savez qu'il a un rôle en matière économique purement consultatif. Donc, ça veut dire lui donner des pouvoirs, notamment des pouvoirs de veto pour s'opposer à une décision du chef d'entreprise, de l'employeur. D'une part, donc donner beaucoup plus de pouvoir, un peu sur le modèle de ce qui se passe en Allemagne, mais en allant beaucoup plus loin, puisque en Allemagne, les Betriebsräte, les conseils d'entreprise, ont du pouvoir à la fois sur les conditions de travail concrètes, la durée du travail, les horaires, etc. Mais ils ont aussi un droit de veto, donc aller dans ce sens. Et par ailleurs, mettre à égalité au sein des conseils d'administration et de surveillance les représentants des actionnaires et les représentants des salariés. Voilà les deux idées vers lesquelles on s'achemine. Et quand on parle de bicaméralisme, c'est-à-dire il y aurait deux chambres, une chambre des salariés et même des travailleurs, puisqu'on essaye d'englober beaucoup plus de monde que les seuls salariés, une chambre des actionnaires, et la direction serait élue, choisie par ces deux chambres, avec là encore un droit de veto d'une chambre sur l'autre. Est-ce que je continue sur les autres questions que j'ai repérées? alors, peut-être, avant de passer aux autres intervenants, peut-être tu pourrais enclencher sur la question concernant la garantie d'emploi Voilà, de Tcherneva voilà, c'est ça. et sur les projets concrets. Tout à fait. Tout à liés. fait. Donc c'est la question centrale du droit au travail, hein. Vous vous souvenez sans doute des débats en 1848. Il y a un gros recueil de tous les débats de 1848 sur le droit au travail. C'est absolument passionnant, où on voit comment Adolphe Thiers et Alexis de Tocqueville freinent de toute leur force contre le risque d'accepter le droit du travail, qu'ils refusent au nom du droit de propriété, hein. Et même si dans notre Constitution, le droit du travail est indiqué, vous savez qu'il n'est pas effectif. Donc là, il s'agit de le rendre effectif, c'est-à-dire de créer des emplois en nombre suffisant pour tous ceux qui sont involontairement, parce que je rappelle quand même que les chômeurs, ils sont involontairement privés d'emploi. Et pour rebondir sur ce que disait Alain, c'est très important, hein, je crois qu'il faut toujours qu'on revienne sur ce basculement qui s'est opéré du consensus de Philadelphie au consensus de Washington. Consensus, c'est un bien grand mot, hein, mais donc Philadelphie, c'est l'idée vraiment que le travail n'est pas une marchandise et qu'il va falloir protéger le plus possible les travailleurs. C'est la déclaration de Philadelphie de mai 1944 qui accompagne la recréation de l'Organisation internationale du travail. Et puis tout ça va être peu à peu balayé, notamment à partir des États-Unis et avec notamment Nixon, hein, et peu à peu, on va mettre en place un nouveau consensus, le consensus de Washington, dans lequel, en effet, l'idée de responsabilité individuelle et de chômage volontaire sont tout à fait centrales. Et il y a en même temps dans les travaux économiques un basculement qui nous montre que non, le chômage, c'est vraiment quelque chose qui est de la faute des personnes, hein. Si elles voulaient, elles pourraient très bien travailler, comme nous l'a rappelé Emmanuel Macron. Donc, c'est tout à fait essentiel d'organiser la création d'emplois. Alors, par qui ?
par l'État, par les collectivités locales. Et l'exemple que l'on a, Pavlina Tcherneva d'ailleurs le cite dans son article, on a une petite illustration de la direction dans laquelle on pourrait aller avec l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, qui certes est critiquée par certains, mais qui est quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire on prend tous les chômeurs involontairement privés d'emploi et on met tout le monde autour de la table pour aller chercher de nouvelles activités, alors qui sont prises en charge ni par le secteur privé ni par le secteur public, et on crée une EBE, une entreprise à but d'emploi, et on va rémunérer au SMIC les chômeurs involontairement privés d'emploi qui vont venir là. Donc, c'est vraiment un petit exemple, mais qui est très, très, très intéressant et sur lequel, d'ailleurs, il y a eu des tas d'évaluations sur lesquelles on peut raisonner. Voilà. Bien, merci Dominique pour cette première série de questions. Je vais en adresser une ou deux, enfin deux à Arié pour continuer. Alors, je vais essayer de les choisir. Alors, la première, pareil, c'est à la fois du comment et à la fois tout un programme. Comment lutter contre les dérives illégitimes sans conquérir le pouvoir? C'est-à-dire sans avoir finalement l'accès, alors j'imagine dans la question, à la fois au pouvoir législatif majoritairement et exécutif. Ça, c'est la première question. Et alors, la deuxième, je pourrais la reformuler après, mais elle va un peu dans la continuité. Est-ce que la situation finalement de la France est réellement exceptionnelle en France, enfin en Europe, pardon, ou dans le monde? Et avec un léger corollaire, est-ce que la Chine influence réellement nos démocraties dans le domaine sécuritaire? Alors, la première question sur la question du pouvoir, la question de l'accès aux décisions, et la deuxième, la question de la situation spécifique de la France dans le monde et de l'influence de la Chine. Voilà, merci. Alors, pour répondre à la première question, je pense que c'est du fait de la matrice traditionnelle de l'exercice du pouvoir et de la matrice assez binaire dont je parlais tout à l'heure, du clivage politique très binaire, c'est du fait même de l'exercice du pouvoir finalement qu'il y ait des dérives illégitimes, tel que le pouvoir est conçu aujourd'hui. Donc c'est en accédant au pouvoir qu'on aura tendance à réduire les libertés. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une question rationnelle, c'est que quand on est dirigeant, on a besoin de gouverner, et en France, on doit gouverner 66 millions de personnes. Ce n'est pas évident de diriger 66 millions de personnes, de gouverner un pays avec des administrations, avec des impératifs. Tous ceux qui ont été confrontés à l'exercice du pouvoir le savent eux-mêmes, malgré tous les grands principes, malgré leurs convictions, ils sont contraints à un moment ou à un autre de faire des arbitrages qui vont quelquefois tendre vers les réductions de liberté. Pourquoi ? Parce que eh bien, finalement, l'exercice du pouvoir est en contradiction avec l'exercice des droits et des libertés. Ça, c'est en tout cas tel que le pouvoir est conçu aujourd'hui. Alors, évidemment, il faut peut-être refonder l'idée de pouvoir et l'idée d'exercice du pouvoir. Mais avant ça, la question est de savoir comment lutter contre ces dérives illégitimes quand on n'a pas le pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut lutter contre ces dérives illégitimes quand on appartient à la société civile. On l'a vu dans les différentes mobilisations sociales passées, dont certaines ont abouti. Cette semaine encore, on a eu une mobilisation des enseignants, notamment contre le protocole sanitaire qui a été mis en place et qui était totalement absurde. On a vu la mobilisation sociale contre la loi sécurité globale qui essayait de réduire les droits des journalistes en interdisant de filmer les policiers et donc en privant une visibilité sur l'exercice de l'autorité publique. Et d'instaurer le dispositif drone et de réduire la centralisation de la police, etc. On a eu une mobilisation également de toute la société civile, des journalistes, des associations de droits humains, les partis politiques également. Voilà, on a eu cette mobilisation et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'état dans lequel nous sommes,
avec une hégémonie politique clairement de droite et d'extrême droite, parce que, eh bien, aujourd'hui, c'est eux qui ont cette hégémonie et qui ont gagné la bataille culturelle depuis un petit moment. Eh bien, la seule possibilité de lutter contre les dérives liberticides, c'est une structuration de la société civile dans le cadre d'une succession de mobilisations sociales et qui permettra à terme peut-être de diffuser suffisamment de messages, d'idées et de recréer un tissu politique qui nous permettra un jour peut-être de reprendre le pouvoir. Mais à ce moment-là, il est certain qu'il faudra repenser le pouvoir, parce que sinon, on retombera très exactement dans le même écueil. Ça, c'est pour la première question. Est-ce que la France est un schéma exceptionnel dans le monde? Non, et ça ne l'a jamais été. D'abord, il faut rappeler un peu les mots de Badinter. La France n'est pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est assez parlant pour le rappeler, parce que effectivement, même si les principes ont un peu éclairé le monde sur les droits humains et les droits de l'homme, on a eu une succession de périodes dictatoriales en France. Et aujourd'hui, nous sommes dans un régime, non pas dictatorial, mais nous sommes toujours dans une démocratie, bien évidemment, mais on a une tendance autoritaire à l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de mesures sécuritaires, de plus en plus de restrictions des libertés, de moins en moins de contre-pouvoirs et d'exercice du contre-pouvoir, une centralisation du pouvoir entre les mains de l'exécutif et du président, encore plus que celle prévue par la Constitution de la Ve République, qui était déjà très hyper-présidentielle. Mais la France n'est pas la seule à suivre ce schéma. Nous avons au sein même de l'Union européenne, alors que l'Union européenne a un grand nombre de critères très précis en termes d'état de droit et d'exercice démocratique, nous avons des pays comme la Hongrie, comme la Pologne, qualifiés de démocratie illibérale. Et je vous renvoie vers l'ouvrage de Juan Linz, qui a créé justement et qui a essayé de comprendre la gradation qui pouvait exister entre la dictature et la démocratie. Et on voit qu'il y a véritablement une palette de nuances en termes d'exercice de la démocratie. La France n'est pas exceptionnelle, c'est même une tendance mondiale, puisqu'on a de plus en plus, on le voit quand on voit ce qui s'est passé en 2021, la résurgence de dictatures dans un certain nombre de pays dans le monde, ou de tendances dictatoriales. On a eu l'expérience de Trump aux États-Unis qui était particulièrement dangereuse, mais également le Brésil et d'autres expériences. On a toujours des élections qui opposent souvent un candidat qui a une vocation dictatoriale ou autoritaire. En France, on ne fait pas exception, puisqu'on a le risque Zemmour ou Marine Le Pen, et une tendance à se droitiser de plus en plus. Donc voilà, la France ne fait pas exception. Est-ce que c'est la Chine qui est le modèle, notamment en termes de surveillance et en termes de technosurveillance? On pense au crédit social. Je pense que la Chine n'est pas le seul modèle. Il y a beaucoup d'autres modèles. Et même, je pense plutôt à Israël, qui est un modèle qui a beaucoup inspiré la France, notamment pendant l'état d'urgence sanitaire. On prend beaucoup l'exemple d'Israël sur son modèle de santé publique, mais également de santé publique irriguée de technosurveillance, de contact tracing, de drones et autres. Donc, il y a un grand nombre d'inspirations, mais elles vont toutes un peu dans le même sens, avec une volonté d'accroître les mécanismes de surveillance généralisés pour faciliter l'exercice du pouvoir. Et donc, non, la France ne fait pas exception et elle n'a pas que la Chine comme exemple. Merci Arié pour ces réponses de cette première série. Et donc, les suivantes vont s'adresser à Alain. Donc, deux questions assez articulées finalement. Quels pourraient être les outils pour démystifier l'insécurité ou le sentiment d'insécurité tel que tu l'as défini, l'insécurité ressentie plus exactement, face à la situation réelle, que ce soit en termes de sécurité ou d'insécurité. Donc, quels pourraient être ces outils pour rétablir un petit peu une proportion et une réalité, un peu moins émotionnelle? Et la deuxième question qui est liée, comment justement, dans cette logique, on pourrait rétablir finalement une légitimité
du savoir et de l'expertise face au règne de l'opinion, de l'émotion, de l'affect. Voilà. Donc, ces questions, comment finalement faire baisser ce sentiment général qui rend finalement les politiques à la fois folles et ultra répressives. Bien, c'est effectivement des réponses très compliquées. Je ne suis pas sûr d'ailleurs d'avoir plus la réponse, moi, que l'ensemble des participants ici, hein, parce que c'est quand même des rapports de force qui existent. Je voyais sur l'institution judiciaire, par exemple, dans le fil de discussion, l'institution judiciaire, elle est aussi à l'image d'individus. Par exemple, je trouve très bien qu'il y a un certain nombre de juges qui n'hésitent plus à mettre en examen des politiques, même de haut niveau, à les sanctionner. Et ça, c'est une indépendance qui apparaît, qui était loin d'être évidente il y a encore 30 ans. Et puis, à l'inverse, l'institution judiciaire, elle fait aussi ce que le pouvoir politique lui demande de faire. Les rapports de force, compliqués. Juste une anecdote. Hein. Un jour, je tombe, je ne suis pas un adepte de regarder CNews, mais je tombe là sur un débat, justement sur des questions d'insécurité, auquel participe un député de droite, les Républicains, très à droite, très sécuritaire, quelqu'un du Rassemblement national, un ancien maire PS, pareil, dans une ligne très sécuritaire, et la quatrième intervenante, c'est quelqu'un de la Manif pour tous. Donc, la pluralité du débat est effectivement tout à fait intéressante dans ce cadre-là, et ça témoigne bien de rapports de force. Alors, on dira c'est CNews, mais bon, c'est aussi la réalité. Alors, nous, à travers la commission justice de LV, puis j'espère que dans le cadre du pôle écolo, les commissions fusionneront. De toute façon, on peut appartenir à une commission sans appartenir de LV, sans appartenir à ELV. On travaille beaucoup avec le syndicat des avocats de France, avec le syndicat de la magistrature, pour essayer d'établir des contre-pouvoirs, des autres discours. Mais bon, c'est loin d'être aisé à faire passer. Je voyais aussi dans la liste de discussion quelqu'un qui faisait référence, ça c'est quand j'ai dû parler de la phrase de Sarkozy à Manuel Valls, qui avait dit à peu près la même chose, chercher à expliquer, c'est déjà excuser. Voilà, on en est à ce point de discussion, de débat, où les rapports de force, il faut qu'on arrive à les établir, à ramener de la rationalité, à ramener effectivement des études objectives, des faits. Alors, ça peut se pratiquer au niveau évidemment médiatique national, mais aussi au niveau quotidien. Enfin, moi, c'est constamment ce que je fais en tant qu'élu local, toujours ramer devant les habitants, même si c'est pas facile, hein, surtout que, quand je faisais référence, par exemple, à une réunion publique qui avait eu lieu quand juste un jour après qu'un cafetier se soit fait braquer sa caisse. On a 100 personnes qui sont là, dont 95 qui sont très remontées, et il faudrait que, voilà. Et puis quelques personnes, notamment quelqu'un qui vient me voir à la fin de la réunion en disant « mais moi je suis pas d'accord avec ce discours, c'est bien de tenir un autre discours », voilà, mais qui ne s'est pas autorisé à le dire dans ce contexte-là parce que c'était pas facile. Alors, je sais bien, ça ne répond pas trop à la question de Fred, mais je trouve que c'est des débats compliqués qui nous concernent tous et effectivement qu'on a à élaborer. Juste sur, chose importante aussi, sur cette question-là et d'intérioriser effectivement un discours, même chez nous, je parle de LV parce qu'effectivement je connais mieux, mais ça peut être des élus d'autres formations politiques proches de nous.
Moi, j'ai rencontré des élus ELV qui disaient à un moment donné, bah oui, mais bon, la vidéosurveillance, on l'accède parce que les gens demandent, et puis c'est compliqué, et puis peut-être ça va servir. Or non, toutes les études montrent que la vidéosurveillance ne permet pas de faire diminuer la délinquance, elle déplace simplement les phénomènes de délinquance, et même en notre sein ou des gens proches, ont besoin d'être fortifiés pour pouvoir affirmer un certain nombre de choses. Dernière chose que je voulais dire, ça répond à une autre question, mais est-ce que la France est un schéma exceptionnel? Je voudrais dire que moi, j'avais participé à une réunion de gens traitant de la délinquance des mineurs au niveau européen. Et effectivement, quasiment tous les pays d'Europe évoluent dans le même sens. Et les seuls îlots de pays à l'époque qui résistaient un peu à ça et qui faisaient toujours privilégier par rapport à un mineur délinquant l'intérêt du mineur et établir des projets face à sa souffrance et au malaise de ce mineur, ça restait la Suisse et l'Allemagne, mais que tous les autres pays évoluaient vers le même sens de plus de répressifs et de sanctions. Alors, merci. Juste pour compléter, avant de passer à la série, on va dire, de questions audio que Yves entamera, juste une petite question pour compléter qui a été posée. Est-ce que tu penses que, alors ça peut être une question bateau, mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ou j'ajouterais les chaînes en continu, surdéterminent structurellement les politiques publiques, ou c'est d'autres ressorts, toi qui as une certaine expérience et profondeur par rapport à ce sujet? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'il y a une surdétermination avec ces médias assez récents, on va dire 15-20 ans, quoi? Les réseaux sociaux, je n'en sais rien. Je ne saurais pas dire, je ne vais pas répondre de bêtises, je ne saurais pas répondre à ça. Les médias, oui, certainement, parce que effectivement, c'est toujours présenté de la même manière, c'est toujours le même type de débat. Et quand effectivement, on n'entre pas dans cette logique sécuritaire de dire, non, c'est pas comme ça qu'on peut envisager les choses, on est toujours renvoyé à, ouais, mais vous êtes angélique. Moi, je me rappelle de débats, un débat à Colombes où quelqu'un m'avait carrément dit, mais vous ne vivez pas dans notre réalité. Si, j'habite Clichy, qui est une ville plutôt populaire. Tout n'est pas simple, c'est pas non plus l'apocalypse, c'est une ville normale comme beaucoup d'autres. Voilà, et je vis dans cette vie-là de tout le monde. Hein. Quand Nicolas Sarkozy disait tous les sociologues qui parlent de la délinquance n'ont jamais franchi le périphérique, effectivement, lui, il l'a franchi le périphérique, mais du côté de Neuilly, donc c'est pas non plus le meilleur exemple par ailleurs. Donc, les médias, c'est sûr, je pense, le renforce cette chose-là, et puis surtout l'amène comme étant quelque chose de nouveau. Hein, on aborde quelque chose de nouveau. Non, c'est pas nouveau, et comme l'ont très bien démontré des chercheurs, non, globalement, la délinquance globale baisse. Alors c'est vrai qu'une année, des vols avec violence peuvent un peu augmenter. On disait effectivement qu'on vole moins d'autoradio parce que c'est plus codé et plus compliqué. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais globalement, il y a quand même une courbe descendante qui montre effectivement que la délinquance est en baisse depuis qu'on est capable de la mesurer à travers l'histoire. Merci beaucoup, Alain. À toi, Yves, pour entamer les questions audio. Et après, si on nous reste du temps, sachant qu'on a une bonne demi-heure devant nous, il y aura encore quelques petites questions, et si on ne peut pas les poser, vous nous en excuserez. À toi, Yves. Merci encore une fois à nos trois intervenants. Moi, j'ai une question pour toi, Dominique Méda. Tu as beaucoup parlé du pouvoir dans l'entreprise, etc. Mais, alors je ne sais plus le chiffre exact, tu le connais sans doute bien mieux que moi, je crois que c'est un peu moins de 5 millions de personnes qui sont en fait des salariés du public. Et donc, les règles du public et du privé ne sont pas tout à fait les mêmes, il n'y a pas de comité qui donne pseudo-pouvoir, je suis assez d'accord avec toi, pour avoir été élu en son temps dans un comité d'entreprise, je sais ce que ça veut dire. Donc, c'est tout relatif. Cela étant, je pense qu'on ne peut pas se contenter non plus de dire dans le privé, on va changer les rapports de pouvoir, et puis que dans le public, les salariés
enfin les fonctionnaires ou les agents de l'État, parce qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires avec leur statut, soient un peu dépourvus de ces droits. Pour autant, ils sont au service de politiques publiques. Alors, moi, je distingue d'une certaine manière ceux qui travaillent dans des entreprises publiques de ceux qui travaillent dans la fonction publique. Et notamment, on le voit bien aujourd'hui, les grandes entreprises publiques, alors on peut prendre l'exemple d'EDF, mais ça serait vrai pour la SNCF, pour bien d'autres, sont des entreprises qui, d'une certaine manière, ne sont pas tout à fait dans le domaine privé avec une totale liberté, mais qui s'exonèrent beaucoup en même temps des choix politiques et qui sont presque des institutions à elles seules dans les décisions politiques. Comment faire pour modifier aussi cela de manière à les démocratiser, à faire en sorte qu'on n'ait pas des monstres comme EDF ou autres, où tout est vertical, comment faire en sorte qu'à la fois les agents évidemment de ces entreprises publiques soient présents, que les collectivités locales aient leur mot à dire, qu'il y ait de la déconcentration, etc. Les usagers, évidemment. Ça veut dire sans doute imaginer des formes de gouvernance, entre guillemets, même si ce mot est très connoté, radicalement différentes. Et puis, il y a la question des fonctionnaires en tant que tels. Comment redonner confiance, fierté aussi, alors qu'on a un discours absolument scandaleux sur les fonctionnaires feignants, machin et tout. Alors, dernier séminaire, on a eu quelques éléments là-dessus, mais en tant que spécialiste de ces questions, comment tu peux apporter quelques éléments? Je vous envoie la petite chronique, je fais une chronique mensuelle dans Le Monde et celle précisément d'aujourd'hui est consacrée à la question du service public. Parce que ce que tu dis, la dernière chose que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en gros, les fonctionnaires, non seulement ils sont paresseux, mais en plus, ils produisent rien. Et là, donc, dans le papier que j'ai fait ce matin, je reviens sur 2 études qui ont été publiées par l'INSEE qui sont absolument passionnantes, qui nous rappellent que, petit 1, il y a bien une production de richesse de l'administration publique qui représente, hors entreprise publique, qui représente à peu près 20% de la création de richesse totale. Donc, oui, les administrations publiques produisent de la richesse et donc les fonctionnaires, eux aussi, produisent de la richesse. Simplement, on n'enregistre pas les mêmes choses conventionnellement puisque vous savez qu'il y a la notion de valeur ajoutée dans le privé et comme il n'y a pas de vente et de prix dans le public, on ne peut pas avoir une valeur ajoutée, donc on va le calculer autrement. Mais oui, ils produisent bien de la richesse. Et en plus, il y a une autre étude qui nous montre que les services publics, d'une manière générale, contribuent à diminuer les inégalités de façon extrêmement forte, et notamment, 1, la santé, et 2, de l'éducation. Donc, je pense qu'on a, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur consensus de Philadelphie, consensus de Washington, il faut qu'on remette complètement, qu'on remette sur pied nos représentations. On s'est fait complètement contaminer. Et là, vraiment, l'OCDE, les organisations internationales, les économistes y ont vraiment aidé. On nous a construit des représentations totalement fausses avec l'idée qu'il y aurait un secteur privé qui produirait, qui ferait toute la production de richesse. Et puis par là-dessus, on aurait une grosse araignée qui viendrait faire un prélèvement. Mais c'est complètement absurde. Donc, il faut vraiment, on a des choses très simples à faire pour remettre en place nos représentations. Donc, service public, fonctionnaire, producteur de richesse. Après, sur la gouvernance, comme tu dis, tu as absolument raison. Très souvent, la fonction publique est en retard sur le privé. De toute façon, on le sait très, très bien. Et donc, nous, les propositions qu'on fait sur la démocratisation au travail, elles concernent absolument tout le monde, non seulement les salariés du secteur privé, mais également le public. C'est-à-dire, il faut aussi mettre ces mêmes mécanismes en œuvre dans le secteur public et aussi les travailleurs indépendants dépendants, c'est-à-dire ceux qui sont, on sait qu'on a assisté ces 20 dernières années à un processus d'externalisation extrêmement fort. Les entreprises se sont resserrées sur leur cœur de métier, elles ont externalisé plein de trucs, et évidemment, elles ont externalisé vers des petites entreprises où les conditions de travail étaient bien moins bonnes. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faut aussi prendre en considération, donner de nouvelles obligations aux entreprises pour qu'elles prennent aussi en considération leurs sous-traitants dans cette grande réforme des modes de gouvernement de l'entreprise. Merci Dominique. Yves, tu as d'autres questions? Non, je ferai un petit point tout à l'heure avec quelques pistes, mais pour l'instant, non. Alors, je vais proposer… Jean-Noël en a une. Ah ben, très bien, Jean-Noël, à toi alors.
Oui, c'était une petite question à Dominique concernant quel est le biais qu'utilise actuellement le gouvernement pour prétendre qu'il y a une baisse significative du chômage et qu'il n'y a jamais eu aussi peu de chômeurs aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils font pour analyser les statistiques alors que, de ce que tu nous disais tout à l'heure, effectivement, on est bien dans une société où le chômage est un mal tout à fait important. Il y a plusieurs effets, hein. Il y a la question du halo du chômage, c'est-à-dire il y a pas mal de gens qui ne sont pas comptés comme des vrais chômeurs, parce que pour être compté comme un vrai chômeur au sens du BIT, il faut respecter un certain nombre de critères. Bon, et normalement, c'est aussi pour ça que le chômage, curieusement, a baissé pendant le confinement. C'est parce que pour être considéré comme un vrai chômeur, il faut rechercher activement un emploi. On ne pouvait pas rechercher activement un emploi. Et puis, il y a aussi tout ce qui consiste à faire glisser d'une catégorie dans l'autre. Vous savez qu'il y a A, B, C, D, E comme catégorie. Et donc, actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en formation et on peut aussi faire glisser des personnes de la catégorie A vers la catégorie en formation. Voilà. Une dernière question peut-être avant que Yves, tu conclues, pour Arié. Que peux-tu nous dire en particulier en ce qui concerne on va dire la répression plus spécifique des actions écologistes contre le réchauffement climatique, que ce soit autour des zones à défendre ou des luttes contre les pesticides, et en particulier la mise en place de la cellule tristement célèbre Déméter par la gendarmerie. Est-ce qu'il y a face à cette montée, et on le voit face à un certain nombre de victoires, de luttes sur le terrain, d'abandon de projets écocides, est-ce qu'il y a une mise en place spécifique d'une répression, d'un arsenal, de dispositifs de la part de l'État ou d'autres structures, on va dire, para-étatiques, de ton point de vue? Alors, je n'ai pas forcément d'éléments très objectifs pour l'affirmer. En revanche, quand on sort de la période contemporaine et quand on remonte au grand mouvement d'écologie politique des années 70, par exemple, quand on songe notamment à l'épisode de Creil-Smallville avec la lutte contre Superphénix, où on se rappelle déjà qu'à l'époque, il y avait un grand mouvement d'écologie politique, pas beaucoup de représentativité politique à l'Assemblée nationale pour les écologistes, mais beaucoup de monde. On se souvient d'abord de cette lutte qui est une des premières ZAD, sur le site de construction de Superphénix pendant 1 an. Il y avait des personnes qui étaient opposées à la construction de ce réacteur nucléaire et qui ont fait une forme de ZAD en empêchant cette construction. Ils sont restés pendant 1 an. Ça rappelle un petit peu la ZAD de Sivins ou de Notre-Dame-des-Landes. Et on se rappelle également de cette manifestation monstre sur le site de Creil-Smallville, avec pratiquement, sauf erreur de ma part, 60 000 personnes qui étaient venues ce jour-là. On se dit, et puis surtout, on voit ce qui s'est passé lors de la manifestation, c'est-à-dire une répression très lourde avec des grenades, avec beaucoup de CRS qui avaient fait un entonnoir pour empêcher les manifestants d'accéder au site de Superphénix. Et puis on se souvient bien évidemment du décès de Vital Michalon à cette époque, qui était déjà mort des suites d'une grenade OFF1, une grenade offensive. Et après, un peu après cet épisode, qui a conduit aussi d'un point de vue judiciaire au non-lieu et à la non-reconnaissance par l'État et par l'administration judiciaire des causes du décès de Vital Michalon, parce qu'on a même contesté le fait que c'était une grenade qu'il avait soufflée. Et quand on écoute, je vous renvoie vers
Affaires sensibles, qui avait fait une recension et un reportage sur cette émission donc de France Culture sur ce qui s'était passé à l'époque de Cress-Melville, on se rend compte qu'il y avait déjà une forme de logiciel administratif, de paroles et d'éléments de langage qui étaient utilisés tant par les ministres au Parlement pour contester ce qui s'était passé. Et on voit aussi une forme d'extinction de l'écologie politique juste après cet épisode. Quand on la compare à ce qui s'est passé plus récemment, notamment le décès de Rémi Fraisse à Sivens, alors qu'il y a des ZAD qui deviennent de plus en plus puissantes, il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a Sivens, il y en a d'autres qui sont en installation sur tout le territoire, on se rend compte et on peut se demander, enfin, en tout cas c'est une interrogation, parce qu'il y a une forme d'analogie entre la répression contre le mouvement de l'écologie politique de l'époque et d'aujourd'hui, qui fait qu'on a une forme de répression similaire à chaque fois que le mouvement de l'écologie politique devient puissant, fort, audible et qu'il gagne des parts de marché, on va dire, dans l'opinion publique. On a de plus en plus de répression judiciaire également aujourd'hui, notamment contre les mouvements de désobéissance civile. Je pense à Alternativa, à XR, à Greenpeace, qui ont une démarche de désobéissance civile pour alerter la population. Je pense bien évidemment au décrochage des portraits de Macron, je pense aux intrusions sur les tarmacs d'aéroports et à d'autres actions. Et derrière, forcément, systématiquement, une répression assez… moi, j'ai assisté, par exemple, pratiquement une centaine de personnes en garde à vue pendant une journée entière après l'intrusion sur le tarmac de Roissy et des poursuites judiciaire. Donc, il y a véritablement, effectivement, une forme d'analogie historique sur une répression du mouvement de l'écologie politique très particulière, très spécifique. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, ce qui s'est passé pendant l'état d'urgence sanitaire ou sécuritaire, où la première chose qui est passée par la tête du gouvernement, c'était d'assigner à résidence et de perquisitionner des militants écologistes, alors même qu'on était en plein état d'urgence sécuritaire et qu'il y avait une menace terroriste. Donc voilà, une forme beaucoup de similitudes entre ces différentes périodes historiques et ces différentes méthodes de répression de l'écologie politique. Je pense que ça devrait faire l'objet d'une étude et d'une recherche pour déterminer s'il y a une forme d'ADN administratif contre l'écologie politique. Merci beaucoup, Arié, c'était très précis. Et donc, je laisse à Yves… Marie d'abord. Pardon? Marie. Je ne t'avais pas vu. Marie. Du coup, oui, ça rebondit assez sur ce qui vient d'être dit par Arié, parce que moi, je trouve que le fil rouge quand même des interventions qu'on a eues, c'est un peu l'autoritarisme, la répression. Voilà, quand on parle de sécurité, c'est pas tout à fait ça. Voilà, l'autoritarisme au travail, où le contrôle et la perte de droits est de plus en plus prégnant, l'autoritarisme en termes de diminution des libertés, l'autoritarisme qu'on a vu dans la répression dure, de plus en plus dure, et de la jeunesse et des pauvres. Donc vraiment, ça fait beaucoup. Moi, je mets quand même ça en lien, on a parlé de la bataille culturelle, et moi, je mets ça en lien avec l'action de M. Bolloré, qui est en train d'acheter une grande partie des médias, qui a des pions dans l'édition, dans la vidéo, dans les jeux vidéo. Enfin, il est en train de construire un empire médiatique et culturel énorme. Et donc, on comprend bien au service de quoi il le met. Est quand même bien là. Et moi, je pense qu'effectivement, il est urgent de construire un contre-discours. C'est ce qu'on s'emploie à faire dans notre association. Sinon, par rapport au thème du séminaire d'aujourd'hui, il résonne totalement avec celui du séminaire sur les institutions qu'on a tenu au mois de décembre, novembre peut-être. Et on a eu là de très belles illustrations sur le rôle de l'État qu'on avait évoqué à ce moment-là. On avait invité les auteurs, une des autrices d'un livre qui s'appelle « L'État qu'il nous faut ». Et ben, je crois qu'on peut dire que l'État qu'il nous faut, c'est un État qui assure la sécurité du travail et la sécurité au travail. C'est un État qui assure les libertés au lieu de les réduire. Et c'est un État qui nous protège, mais qui nous protège de l'insécurité sociale, de l'insécurité environnementale, autant que de l'insécurité criminelle. C'est ce que Alain nous a bien montré. Je trouve que c'est un thème important de dire que l'insécurité, ce n'est pas seulement ce qu'on nous dit, ce
qu'on nous dit dans les médias et tout particulièrement dans les médias de Bolloré. Voilà, donc l'association Convention pour une République écologique, elle est complètement à fond sur ce travail-là, sur la construction d'un corpus idéologique cohérent, c'est-à-dire qui met en lien tous ces thèmes. Et on a bien vu aujourd'hui que même les thèmes démocratiques, les thèmes de sécurité et de liberté, on les déploie dans tous les domaines de la vie en société. Donc, on va poursuivre ce travail. Là, aujourd'hui, c'était le dernier séminaire de ce qu'on a appelé entre nous la saison 2 et qui va donner lieu à un numéro 2 de la revue Propos qui paraîtra très prochainement au mois de mars. Donc, on vous invite à vous le procurer dès que vous le pourrez, dès qu'il sera disponible. Mais vous pouvez nous faire confiance, on vous en avertira. Voilà, merci beaucoup. Merci aux intervenants pour tout ce qu'ils nous ont apporté aujourd'hui. C'est toujours passionnant. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir été présents. Je laisse. Oui, un petit souci de son. Voilà. Écoutez, merci évidemment Dominique, Arié et Alain. Moi, dans la poursuite de ce que vient de dire Marie, ce qui me semble évident, c'est qu'on a affaire à un système global, c'est-à-dire que les questions de sécurité, de liberté ne peuvent pas être dissociées des autres questions et que c'est malheureusement, je dirais, la faiblesse de la gauche et des écologistes globalement de ne pas se les approprier suffisamment pour les replacer dans une vision globale d'un projet de société, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas, qui montre qu'on ne réglera pas la question des libertés et de la sécurité si on ne règle pas en même temps les autres questions. On peut le décliner, comme le disait Marie, évidemment, il y a la question de la sécurité alimentaire, mais la sécurité, évidemment, face à l'emploi, la sécurité face aux inégalités, aux discriminations. Et je pense que ça, on aborde toujours les inégalités, les discriminations sans parler de la sécurité, alors que c'est dommage parce que je pense que c'est lié. La même chose sur les violences sexistes et sexuelles, on parle de ça, mais on ne dit pas qu'il doit y avoir une plus grande sécurité pour les femmes, qui sont les principales victimes. Évidemment, la sécurité, ça a été évoqué par rapport à la pandémie, la maladie, mais aussi la sécurité face au dérèglement climatique, à la perte de la biodiversité. Tout ça, on le met pas sous l'angle de la sécurité, c'est-à-dire une sécurité qui ne serait pas la sécurité des biens et des personnes, encore une fois, et pour protéger les patrimoines de ceux qui en ont. Je crois que ça devrait être au cœur d'un nouveau discours, comme ça a été dit, la guerre des mots, c'est-à-dire qu'on a laissé le mot de sécurité d'une certaine manière à la droite, la gauche ayant une vraie difficulté à proposer une autre vision de la sécurité. Et si on ne s'empare pas de cette sécurité de manière positive pour dire comment nous on veut développer la sécurité, malheureusement, on perdra la bataille culturelle, comme tu le disais, Arié, parce que la droite sera plus forte pour faire croire d'ailleurs à beaucoup qu'ils ont à perdre, alors qu'en réalité, et comme le montrait assez bien Alain, entre la sécurité et le sentiment d'insécurité, il y a un gouffre, évidemment. Donc, cette bagarre politique culturelle, il faut la mener. Nous, on essaye de le faire modestement à notre petit niveau, mais en tout cas, je pense que vos trois interventions ont bien montré la cohérence d'ensemble. Et donc, encore une fois, un grand merci à vous trois. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont assisté à ce séminaire, qui ont réagi. Merci à toute l'équipe qui, évidemment, a préparé tout ça. C'est un peu de travail. Et puis, rendez-vous, alors, je l'espère, au mois de mars. On espère pouvoir tenir un séminaire au mois de mars sur la question des inégalités, là aussi, de la pauvreté, où il y a beaucoup à dire, parce qu'elle ne fait que s'accroître, malheureusement. Un grand merci, une bonne fin de week-end à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour la suite de nos travaux. Merci à tous et à toutes, aux intervenants et aux participants et aux participantes. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous. Juste très vite, là, j'ai mis dans le chat sur la droite le petit lien pour soutenir la revue Propos. Moi aussi. On a un Kiss Bank, d'accord. Voilà. Oui, c'est important. On est presque en train d'atteindre notre objectif pour financer les revues qui sont en fait la continuité des séminaires. Donc, si vous n'avez pas déjà donné et que vous pouvez le faire, ça serait super. Et si vous voulez le diffuser pour d'autres personnes autour de vous, eh bien, nous en serions très heureux.